dans le deuxième live de la Pierre de Lune. Donc on continue avec la lecture de la Pierre de Lune, donc ce livre de Wilkie Collins qu'on vous a présenté hier. Alors on a vu hier donc la Pierre de Lune, c'est une pierre précieuse qui a été volée en 1799 en Inde lors de la prise de Seringapatam et qui se retrouve en 1848 dans la maison de notre narrateur actuel, qui est intendant de Miss Julia Verinder, et dont la fille en fait va hériter de cette pierre. Donc ça vous allez le voir. Donc là l'intendant est en train de raconter comment la pierre est arrivée jusqu'à chez lui et comment elle s'est fait voler par la suite. Donc on commence avec la lecture donc du deuxième chapitre de la Pierre de Lune. J'ai parlé précédemment de Milady. Le diamant n'eût jamais pu arriver dans notre maison où il fut perdu, si on n'en avait pas fait cadeau à la fille de Milady. Et la fille n'eût pas existé si sa mère ne l'avait mise au monde avec l'aide de Dieu et beaucoup de peine et de soucis. Donc si nous débutons par parler de Milady, nous serons certains de faire remonter notre histoire assez loin, et c'est une rassurante consolation lorsqu'on est chargé d'une besogne comme la mienne. Si vous avez quelque rapport avec le monde élégant, vous aurez entendu vanter les trois belles Mrs. Earlcastle, Miss Adélaïde, Miss Caroline et Miss Julia. Celle-ci, la dernière des trois sœurs, était à mon avis la plus remarquable, et je puis en juger comme vous le verrez. J'entrai au service de leur père, le vieux lord. Il n'est pas mêlé à l'histoire du diamant, et Dieu en soit loué, car si son caractère était vif, son bavardage était intarissable au même degré. J'entrai donc, à l'âge de 15 ans, dans la maison du vieux lord comme page attaché au service des trois jeunes demoiselles. Là, je vécus jusqu'au mariage de Miss Julia avec Sir John Verinder, homme excellent mais demandant à être mené. Cela, soit dit entre nous, ne lui manqua pas. Et qui plus est, il vécut heureux ainsi, il gagna d'engraisser et mourut satisfait. Cela dura à partir du jour du mariage jusqu'à celui où Milady reçut son dernier soupir et lui ferma les yeux. J'ai oublié d'ajouter que je suivis la mariée sur les domaines de son époux. « Sir John, lui dit-elle, je ne puis me passer de Gabriel Betteredge. »« Milady, repartit Sir John, en ce cas, je ne saurais non plus vivre sans lui. » Ainsi agissait-il toujours avec elle, et c'est alors que j'entrai à son service. Du reste, il m'était indifférent d'être dans un lieu ou dans un autre, tant que je m'y trouvais avec ma maîtresse. Voyant que Milady prenait intérêt à l'exploitation de ses biens et aux travaux du dehors, je m'y mis avec zèle, et cela d'autant plus aisément que je suis le 7e enfant d'un petit fermier. Lady Verinder me plaça sous les ordres du régisseur. Je fis de mon mieux, on fut content de moi, et j'obtins de l'avancement en conséquence. Quelques années plus tard, un lundi, Milady disait « Sir John, votre régisseur devient un vieil incapable. Donnez-lui une bonne pension et accordez sa place à Gabriel Betteredge. » Le mardi suivant, Sir John répondait « Chère Lady Verinder, le régisseur a sa pension et j'ai donné sa place à Betteredge. Vous n'entendez que trop souvent parler de gens mariés qui vivent malheureux ensemble. Voici un exemple du contraire, qu'ils servent d'avertissement à quelques-uns d'entre vous et d'encouragement aux autres. » Poursuivons notre récit. On pourra me dire que rien ne manquait à mon existence. Occupant un poste d'honorable confiance, vivant dans mon petit cottage, parcourant la propriété dans mes matinées, tenant mes comptes l'après-dîner, avec Robinson Crusoe et ma pipe le soir pour me distraire, que pouvais-je désirer de plus? Qu'il vous plaise de vous souvenir ce qui manquait à Adam, seul dans le paradis terrestre. Et si vous approuvez Adam, ne me blâmez pas d'avoir cherché une compagne. La femme sur laquelle se fixa mon choix était celle qui tenait mon petit ménage. Elle s'appelait Selina Goby. D'après l'opinion du défunt William Cobbett sur les mérites d'une femme, celle-ci remplissait les principales conditions. Elle jouissait d'un bon appétit et marchait avec une ferme allure. Mais j'avais de plus un motif tout personnel pour l'épouser. Selina recevait de moi tant par semaine de gages et je la nourrissais. Une fois devenue ma femme, elle ne me coûtait plus rien et me rendait ses services gratuitement. Tel fut le point de vue auquel je me plaçai. La considération de l'économie jointe à une pointe d'amour. Je soumis mon appréciation comme je la sentais à ma maîtresse. Je pense depuis un certain temps, lui dis-je, à Selina Goby, et décidément, milady, je crois qu'il sera moins dispendieux pour moi de l'épouser que de la garder comme femme de ménage. Lady Verinder éclata de rire, ne sachant ce qui la choquait de plus, ou de mes idées, ou de ma manière de m'exprimer. Elle voulait bien me plaisanter comme ne peuvent se le permettre que les personnes de qualité. Je n'y compris qu'une chose, à savoir que j'étais libre de suivre mon inspiration, et j'allais de ce pas me proposer à Selina Goby. Que répondit Selina?
Seigneur, comme vous connaissez peu les femmes si vous doutiez de sa réponse. Naturellement, elle dit oui. Mais à mesure qu'approchait le moment où je devais me commander un habit neuf pour la cérémonie, le cœur commençait à me manquer. J'ai du reste fait causer ou eu l'occasion d'observer bien des hommes sur le point de franchir ce pas, et tous m'ont déclaré que 8 jours avant, ils avaient désiré de se voir rendre leur liberté. Moi, j'allais plus loin, et je fis un effort pour reprendre mon indépendance. Non pas certes sans compensation pour ma future, car rien n'est plus juste que la prévoyance de la loi anglaise qui offre des dommages-intérêts à la femme dont on veut se débarrasser. Respectant donc les lois, et après entière réflexion, j'offris à Selena Goby un lit de plumes et 50 shillings pour rompre le marché. Eh bien non, elle fit la folie de refuser. Le sort en était donc jeté. J'achetai mon habit le meilleur marché possible et me tirai de tout le reste le moins charmant que je pus. Nous ne nous rendîmes pas fort malheureux, mais nous n'étions pas non plus un ménage très heureux. Tout cela se balançait. Par exemple, nous semblions toujours nous gêner mutuellement. Si l'un de nous montait, il rencontrait l'autre qui descendait, et toujours ainsi, avec les meilleures intentions du monde. C'est l'inconvénient de la vie des gens mariés. Après 5 années de malentendus perpétuels, il plut à la Providence infinie de nous mettre d'accord en appelant ma femme dans un monde meilleur. Je restai avec ma fille Pénélope comme seul enfant. Peu après, Sir John mourut aussi, ne laissant à Lady Verinder que sa fille, Miss Rachel. Je vous aurais bien mal fait connaître, mon excellente maîtresse, si j'avais besoin de vous dire que ma Pénélope fut élevée sous sa surveillance, envoyée à l'école et enfin attachée au service de Miss Rachel lorsque son âge le lui permit. Quant à moi, je continuai de remplir mon emploi de régisseur d'année en année jusqu'en 1847, époque à laquelle il se fit, à la Noël, un grand changement dans ma vie. Ce jour-là, Milady s'invita elle-même à prendre une tasse de thé seule avec moi dans mon cottage. Elle me fit remarquer qu'en calculant depuis l'année où j'avais commencé en qualité de page, du temps du vieux lord, son père, j'avais été plus de 50 ans à son service, et elle me remit un beau gilet de laine qu'elle avait tricoté elle-même pour me tenir chaud pendant les froids piquants de l'hiver. Je reçus ce présent magnifique, sans savoir comment remercier ma maîtresse de l'honneur qu'elle m'avait fait. À ma grande surprise, il se trouva pourtant que le gilet m'était offert non pour m'honorer, mais pour me séduire. Milady avait découvert que je devenais vieux avant que je l'eusse découvert moi-même, et elle était venue me voir pour m'enjôler, si le terme m'est permis, et me faire échanger mes durs travaux de régisseur, qui me retenaient au dehors, contre les douces fonctions d'intendant qui m'assuraient mes aises à l'intérieur de la maison pour le reste de mes jours. Je résistai aussi bien que je pus à l'indigne tentation de prendre mes invalides. Par malheur, ma maîtresse connaissait mon côté faible. Elle me dit que c'était un service à lui rendre. La discussion se termina là-dessus. Je m'essuyai les yeux comme une vieille bête avec mon nouveau gilet de laine, et je dis que j'y réfléchirai. Mais quand je me mis à y réfléchir après le départ de Milady, mon esprit devint terriblement perplexe, et j'eus recours alors au remède qui m'a toujours réussi dans les cas douteux et critiques. J'allumai une pipe, et j'ouvris mon Robinson Crusoé. Il n'y avait pas 5 minutes que je feuilletais ce livre extraordinaire quand je tombai sur ce passage consolant. Page 158. Nous aimons aujourd'hui ce que nous détestons demain. Ce fut un trait de lumière pour moi. Aujourd'hui, je voulais continuer d'être régisseur. Demain, s'il fallait en croire le Robinson Crusoé, je serais tout autrement disposé. Je n'avais qu'à me transporter au lendemain, pendant que j'étais disposé à accepter le lendemain, et la chose fut faite. Mon esprit, une fois soulagé de cette manière, je m'endormis ce soir-là avec la qualité de régisseur de Lady Verinder, et je m'éveillai le lendemain matin avec la qualité d'intendant de Lady Verinder. Tout alla à merveille, et cela grâce à Robinson Crusoé. Ma fille Pénélope vient de regarder par-dessus mon épaule afin de lire ce que j'écris. Elle trouve le tout remarquablement rédigé et très exact. Mais elle me soumet une observation juste. On vous a demandé d'écrire l'histoire du diamant, et c'est le seul point dont vous n'ayez pas parlé. Vous n'avez fait encore que raconter votre propre histoire. C'est parfaitement vrai, et je ne puis m'expliquer comment je m'y suis pris pour cela. Je me demande si ceux qui font leur métier d'écrire des livres se trouvent portés ainsi à faire l'histoire de leur vie. En ce cas, je les plains. Voilà bien du papier de gâté, un début inutile, et qui faire pourtant, si ce n'est de vous prier, amis lecteurs, de prendre patience et pour moi d'aborder sérieusement mon sujet, bien que j'en sois à la 3e reprise. Bon. Et en fait, on avait dit qu'un chapitre, mais on va en lire un autre. Donc, je vous lis aussi aujourd'hui le chapitre 3. Et je commence tout de suite. Donc, chapitre 3. La difficulté en matière m'a amené d'abord, et sans résultat, à me gratter le front.
puis a consulté ma fille Pénélope. De cet entretien, il a surgi une idée nouvelle. Pénélope pense que je devrais noter jour par jour ce qui s'est passé à la maison depuis le moment où nous apprîmes qu'on attendait une visite de M. Franklin Blake. Une fois que vous avez ainsi fixé votre mémoire avec une date, les événements viennent se grouper à cet appel avec une facilité merveilleuse. Mais comment retrouver toutes ces dates exactes? Là, Pénélope offre de me les donner à l'aide de son journal qu'elle a appris à tenir régulièrement lorsqu'elle était à l'école. Là-dessus, je me proposais d'écrire l'histoire elle-même comme un extrait du dit journal. Mais elle rougit, prend un air offensé, et m'assure que ses souvenirs ne sont que pour elle seule, et que nul autre qu'elle n'y jettera les yeux. Je lui demande ce que cela signifie. Elle me répond « bagatelle », et je traduis cela par « amourette de jeune fille ». Je commence donc en suivant les indications de Pénélope. Je dirais que je fus appelée le matin du 24 mai 1848 dans le boudoir de Lady Verinder. « Gabrielle, me dit Milady, voici des nouvelles qui vous surprendront. Franklin Blake est de retour de l'étranger. Il vient de passer quelque temps avec son père à Londres et nous arrive demain pour jusqu'au mois prochain, afin de fêter le jour de naissance de Rachel. Si j'eusse eu mon chapeau à la main, le respect seul m'eût empêché de le jeter au plafond. Je n'avais pas revu M. Franklin depuis son enfance, qu'il avait passé avec nous dans la maison. Autant que je pouvais m'en souvenir, il était le plus charmant garçon qui eût jamais cassé une vitre ou fouetté une toupie. Miss Rachel, qui était présente et à laquelle je soumis ces remarques, me répondit que quant à elle, il lui avait laissé le souvenir d'un tyran en herbe qui torturait ses poupées et n'épargnait ni le harnais ni le fouet aux petites filles devenues victimes de ses jeux. Je brûle d'indignation, fit en se résumant Miss Rachel, et il me semble que j'ai encore une courbature lorsque je pense à Franklin Blake. Ceci admis, vous me demanderez peut-être comment il se fait que M. Blake eût passé toute sa jeunesse à l'étranger. Je vous dirai que son père avait eu le malheur d'être le légitime héritier d'un duché et de ne pouvoir en fournir les preuves. En 2 mots, voici l'histoire. La sœur aînée de Milady épousa M. Blake, également célèbre par sa fortune et son grand procès. Je ne pourrai jamais énumérer pendant combien d'années il fatigua les tribunaux anglais de ses tentatives pour déposséder le duc et se mettre en ses lieux et places. Que d'avocats il enrichit, et combien de disputes il occasionna parmi des gens inoffensifs, d'ailleurs, pour savoir s'il avait tort ou raison. Sa femme mourut, puis 2 de ses enfants sur 3 qu'il avait, avant que les tribunaux se fussent décidés à ne plus prendre son argent et à le débouter de ses prétentions. Enfin, le duc, alors en possession, resta possesseur. À dater de ce jour, M. Blake trouva que le seul moyen de témoigner son dédain pour un pays qu'il avait traité ainsi était de le priver de l'honneur de contribuer à l'éducation de son fils. « Quelle confiance puis-je avoir dans les institutions de ma patrie, disait-il, après la manière dont les institutions de ma patrie se sont comportées envers moi. » Ajoutez à cela que M. Blake ne pouvait souffrir la vue d'aucun enfant, y compris le sien, et vous comprendrez que dès lors, il n'avait qu'un parti à prendre. M. Franklin nous fut enlevé, et on l'envoya en Allemagne, pays dont les institutions et la supériorité intellectuelle offraient toute garantie à son père. Remarquez que pendant ce temps, M. Blake restait confortablement en Angleterre pour augmenter le nombre des lumières du Parlement et publier un mémoire contre la mise en possession du duc, mémoire qui est resté inachevé à ce jour. Dieu merci, nous voilà au courant de l'affaire de M. Blake père, et nous pouvons arriver enfin à celle du diamant. Le diamant nous ramènera du reste à M. Franklin, qui fut la cause innocente de l'introduction de ce malheureux joyau dans la maison. Notre cher garçon ne nous oubliait pas, malgré l'absence. Il écrivait de temps à autre, tantôt à Milady, tantôt à Miss Rachel, tantôt à moi. Nous avions fait ensemble une petite transaction par laquelle il m'avait emprunté une pelote de ficelle, un couteau à 4 lames et 7 shillings 6 pence dont je n'ai jamais revu la couleur. Je dois avouer que toute sa correspondance avec moi roulait sur le désir de m'emprunter une somme plus forte. J'apprenais du reste par Milady comment il se conduisait sur le continent à mesure qu'il prenait de l'âge et des forces. Lorsque le séjour de l'Allemagne lui eut fourni tout ce qu'il pouvait apprendre, il tourna ses pas vers la France, puis se dirigeant vers l'Italie, il profita si bien de ces divers séjours qu'il devint une véritable merveille. Il écrivait un peu,
faisait un peu de peinture, chantait, jouait de divers instruments et composait un peu de musique, je suppose en empruntant légèrement au talent d'autrui, puisqu'il avait pris l'habitude des emprunts, même vis-à-vis de moi. Il reçut à sa majorité la fortune de sa mère, 700 livres de revenus, mais il la dissipa, comme par enchantement. Il semblait que les poches de M. Franklin fussent à jour, car l'argent coulait à travers. Par exemple, cette facilité de manières et de dépenses le faisait bien recevoir partout. Il vivait en tout lieu et nulle part. Son adresse semblait être, comme il le disait fort bien, poste restante, Europe. Gardez la lettre jusqu'à ce qu'on la réclame. 2 fois, il se prépara à revenir en Angleterre, et les 2 fois des femmes peu recommandables, sauf votre respect, l'arrêtèrent en chemin. La troisième, ainsi que vous l'apprend la conversation que Milady eut avec moi. Le mardi 25 mai, nous devions enfin revoir notre jeune garçon devenu un homme fait. Il était d'un bon sang, courageux et âgé à mon compte de 25 ans. Maintenant, je vous ai fait connaître M. Franklin Blake autant qu'il m'était connu à moi-même, avant le moment où il revint chez nous. Le jeudi, il fit un admirable temps d'été, et Milady, n'attendant M. Franklin que pour l'heure du dîner, partit avec Miss Rachel pour aller goûter chez des amis du voisinage. Après leur départ, je donnai un coup d'œil à la chambre qui avait été tenue prête pour notre hôte, et m'assurai que rien n'y manquait. Puis, comme je cumulais chez Milady les fonctions de sommelier avec celles d'intendant, et cela sur ma demande instante, ne pouvant supporter de voir la cave du défunt Sir John en d'autres mains que les miennes, je descendis prendre une bouteille de notre fameux Bordeaux-Latour et la mis au soleil pour la réchauffer jusqu'au dîner. Cela fait, je me traitais comme le vieux Bordeaux et pensais à aller me reposer sur mon fauteuil dans la cour lorsque mon attention fut attirée par un léger son de tambour battant sur la terrasse située devant l'appartement de Milady. Je me dirigeai vers la terrasse et j'aperçus 3 Indiens reconnaissables à leur costume de mousseline blanche, occupés à examiner la maison. En m'approchant d'eux, je vis que les Indiens portaient à leur ceinture de très petits tambours. Derrière eux se tenait un enfant délicat, dont les traits paraissaient ceux d'un Anglais et qui portait un sac à la main. Je jugeai que ces individus étaient des prestidigitateurs ambulants et que le gamin tenait les objets du métier. L'un de ces hommes se détacha du groupe et confirma mon opinion en m'adressant la parole en anglais et avec les manières les meilleures. Il demanda l'autorisation de déployer son talent d'escamotage devant la maîtresse du logis. Je suis loin d'être un vieillard morose, ennemi de la distraction ou plein de préjugés contre ceux qui ont le teint plus basané que le mien. Pourtant, j'avoue ma faiblesse. Lorsque toute l'argenterie d'une maison est étalée dans l'office, son souvenir se présente à moi très vivement, à la vue d'étrangers inconnus et dont les manières offrent l'apparence d'une si singulière supériorité. Sous le coup de cette impression, je commençai par prier nos élégants escamoteurs de quitter les jardins, leur assurant que la dame était sortie. L'Indien m'honora d'un superbe salut et disparut avec ses acolytes. À mon tour, je regagnai ma chaise, m'assis au soleil et tombai, sinon dans le sommeil, au moins dans un assoupissement qui y ressemblait fort. Je fus réveillé par ma fille Pénélope, qui accourait précipitamment vers moi comme si le feu était à la maison. Devinez ce qui l'amenait ? Elle exigeait que les 3 jongleurs indiens fussent immédiatement arrêtés, et cela parce qu'ils savaient de quelle personne nous attendions la visite, et qu'ils avaient l'air de machiner quelque chose contre M. Franklin Blake. Pour le coup, le nom de M. Franklin acheva de secouer ma torpeur. J'ouvris les yeux et dis à ma fille de s'expliquer plus clairement. Il ressortit ceci de son récit. Pénélope venait de quitter la maison du concierge, où elle était à bavarder avec la fille de ce dernier. Ces 2 jeunesses virent passer les Indiens suivis du petit garçon, après que je les eus renvoyés. S'étant mis en tête sans motif valable, sauf que l'enfant était joli et délicat, que le gamin était maltraité par ces étrangers, les jeunes filles s'étaient glissées le long de la haie qui nous sépare de la route et avaient observé de là les allures des Indiens placés de l'autre côté du chemin. Elles avaient vu ces derniers se livrer aux tours les plus étranges. D'abord, ils explorèrent la route afin de s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Cela fait, ils se retournèrent tous 3 vers la maison, puis une sorte de discussion s'engagea entre eux dans leur langue. Ils semblèrent se consulter, hésiter, et enfin se tournèrent vers leur petit guide anglais, comme si lui seul pouvait les tirer d'embarras. Alors l'Indien chef, qui parlait anglais, dit à l'enfant : « Étends la main. »
Ici, ma fille Pénélope affirma qu'en entendant ces terribles paroles, elle ne sut ce qui empêcha son cœur de bondir hors de sa poitrine. Je pensai à part moi que ce ne pouvait être que son corset. Pourtant, je lui répliquai simplement « Vous me faites frissonner. Notez que toutes les femmes aiment ces petits compliments à sensation. » Eh bien, reprit-elle, lorsque l'Indien eut répété « étends la main », l'enfant recula, secoua la tête et dit qu'il n'aimait pas cela. Alors le jongleur lui demanda, sans aucune dureté, s'il aimerait mieux retourner à Londres, y être abandonné là où on l'avait recueilli, dormant sur un vieux panier dans le marché, en haillons et mourant de faim. Cela, paraît-il, trancha la difficulté, et le pauvre petit tendit sa main, quoiqu'à regret. L'Indien, tirant une bouteille de ses vêtements, versa une sorte d'encre noire dans le creux de la main de l'enfant. Après quelques passes mystérieuses faites en l'air, il lui dit « Regarde !» Le garçon devint immobile, et, raide comme une statue, regarda l'encre contenue dans sa main. Jusqu'à présent, le tout me parut, à moi, une sorte de jonglerie avec perte de bonne encre, et le sommeil m'envahissait de nouveau lorsque la suite du récit de Pénélope attira mon attention. Les Indiens explorèrent encore une fois la route des yeux, puis s'adressant à l'enfant, leur chef reprit. « Vois-tu le seigneur anglais qui vient de l'étranger » L'enfant répondit. « Je le vois. » L'Indien demanda. « Est-ce sur le chemin de cette maison que voyagera aujourd'hui l'Anglais, et ne voyagera-t-il sur aucun autre ?» Le garçon répond. « Oui, sur cette route et sur aucune autre. » Alors l'Indien, après quelques moments de silence, reprend. « Le seigneur anglais l'a-t-il sur lui ?» Après avoir à son tour laissé passer un instant, l'enfant dit « Oui. » Enfin, le jongleur pose une troisième et dernière question. « Le voyageur anglais viendra-t-il ici aujourd'hui et vers la chute du jour, comme il l'a promis ?» L'enfant reprend. « Je ne puis le dire. » L'Indien demande. « Et pourquoi ?» Le petit ajoute. « Je suis fatigué. Le brouillard s'élève dans ma tête et me déroute. Je ne puis plus rien voir en ce moment. » Ainsi finit cet interrogatoire mystérieux. L'Indien parla à ses compagnons dans leur langue. Il désignait le jeune garçon et indiquait du geste la ville où, comme nous le découvrîmes plus tard, ils étaient logés. Enfin, après quelques passes, il souffla sur le front de l'enfant et celui-ci s'éveilla en sursaut. Ils s'acheminèrent ensuite tous ensemble vers la ville, et les jeunes filles ne les virent bientôt plus. Toute chose contient, dit-on, sa moralité, pour peu qu'on se donne la peine de la chercher. Quelle était la morale de tout cela ? J'y pensais premièrement que le jongleur en chef avait entendu parler de l'arrivée de M. Franklin par les serviteurs du dehors, et qu'il cherchait à attraper pour lui quelque argent. Deuxièmement, que dans ce but, lui et ses acolytes voulaient rôder sur le domaine, guetter le retour de Milady et lui annoncer l'arrivée de M. Franklin, sous couleur de sorcellerie. Troisièmement, que Pénélope les avait surpris, répétant leur rôle pour la farce à jouer. Quatrièmement, que je ferais bien de veiller ce soir sur l'argenterie. Cinquièmement, que Pénélope ferait bien, elle aussi, de se calmer et de laisser son père se reposer au soleil. Ces divers points de vue me semblaient tous rationnels, mais si vous connaissez quelque chose à la manière de raisonner des jeunes femmes, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Pénélope ne voulut accepter aucune de ces hypothèses. À en croire ma fille, la conclusion à tirer de l'incident était des plus graves. Elle me ramena à la troisième question de l'Indien. Le voyageur anglais l'a-t-il sur lui ? « Oh, mon père, dit Pénélope, joignant les mains, ne plaisantez pas là-dessus. Que peut signifier « l'a-t-il » ? Ma chère enfant, nous le demanderons à M. Franklin lorsqu'il sera ici, si vous pouvez attendre jusqu'à son arrivée. Je pris un air moqueur pour lui faire voir que je riais, mais Pénélope, ne perdant pas son sérieux, commença à m'agacer les nerfs. « Que voulez-vous que M. Franklin en sache, au nom du bon Dieu ?» lui demandai-je. « Informez-vous-en auprès de lui, » poursuivit Pénélope, et nous verrons s'il traitera mon récit de plaisanterie. Sur ce dernier avertissement, ma fille me laissa à mes réflexions. Je me proposais de questionner M. Franklin, rien que pour satisfaire Pénélope. Je dirai plus tard le résultat de notre entretien. Mais comme je ne veux pas jouer avec votre légitime impatience, je vous préviens d'avance que vous ne trouverez pas l'ombre d'une plaisanterie dans la conversation que nous eûmes au sujet des jongleurs. À ma grande surprise, M. Franklin prit la chose, comme Pénélope, très sérieusement. Et vous jugerez jusqu'à quel point lorsque vous saurez que, selon lui, le mot « l'a-t-il sur lui » sera porté à la pierre de lune. Voilà, c'est la fin du chapitre 3. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt pour le petit quiz.
Et puis avec un petit résumé aussi pour ceux qui auraient pas suivi ou pour ceux qui auraient juste besoin d'éclaircissement. Et voilà, et on vous dit à demain et une très belle soirée. Merci de nous avoir écoutés.